Le 30 janvier 2026, le département de la justice américain lâche une bombe. Plus de 3 millions de pages des dossiers Epstein rendus publics d'un coup. Des emails, des logs de vols d'avions privés, des échanges entre milliardaires, des noms que personne ne s'attendait à voir. Et au milieu de tout ça, un mot qui a fait trembler la cryptosphère, Bitcoin. Depuis, c'est le chaos. Sur X, sur Reddit, les théories s'enchaînent. Les fake news se mélangent aux vraies révélations et dans 3 millions de pages, démêler le vrai du faux relève du parcours du combattant. Epstein aurait parlé au créateur de Bitcoin. Son argent aurait financé le développement du protocole. Certains vont même jusqu'à affirmer qu'il se cachait derrière le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Et puis, il y a cette question que personne n'ose poser à voix haute. Si Epstein était connecté à la CIA, au Mossad, aux services de renseignement les plus puissants du monde, est-ce que Bitcoin a été compromis depuis le début ? Aujourd'hui, on ouvre ces fichiers. On va vérifier chaque email, chaque transaction, chaque connexion. Et on va répondre à une seule question. Est-ce que l'actif dans lequel vous avez mis votre conviction, et probablement votre argent, a un lien réel avec l'un des pires criminels de l'histoire récente ? Plongez avec nous dans ce terrier pour comprendre si le plus gros scandale du 21e siècle pourrait détruire Bitcoin à tout jamais. Mais avant de commencer, est-ce que vous en avez marre de payer tous les mois pour Netflix, Spotify, Amazon Prime et ChatGPT ? Moniradar a trouvé la solution. Notre partenaire Bybit.eu a lancé une carte de débit révolutionnaire, la Bybit Card, qui vous permet de gagner 2 à 10% de cashback sur toutes vos dépenses et de rembourser chaque mois en totalité vos abonnements à Netflix, Spotify, Prime, ChatGPT en fonction de votre tier. Mais ce n'est pas tout. Bybit est un exchange régulé MiCA avec les frais de trading les plus bas du marché et la possibilité d'acheter des cryptos en un clic via Apple Pay ou Google Pay. Alors n'attendez plus, ouvrez votre compte chez Bybit et commandez votre carte et profitez d'un bonus de 20 USDC en scannant le QR code ou en cliquant sur le lien en description. Commençons par la rumeur la plus folle, celle qui a récolté des millions de vues en quelques heures, repartagées par d'innombrables comptes. Un screenshot d'email daté de 2008, supposément envoyé par Epstein à Ghislaine Maxwell. Le message dit, je cite, « Ghislaine, le pseudonyme Satoshi fonctionne parfaitement. Notre petite mine d'or numérique est prête à conquérir le monde. Financement assuré. Epstein serait Satoshi Nakamoto. » L'image a été partagée des dizaines de milliers de fois, sauf que c'est un faux, et un faux assez grossier. Si vous regardez de près, le formatage ne correspond pas aux emails du dossier officiel. Il y a 2 lignes de destinataire, là où il ne devrait y en avoir qu'une. Et surtout, si vous allez vérifier vous-même sur le site du DOJ, cet email n'existe tout simplement pas. Quelqu'un l'a fabriqué pour récolter des likes. Bienvenue en 2026. Mais une fois qu'on écarte ce faux grossier, il reste des éléments bien réels dans ces fichiers et certains sont troublants. En juin 2011, Jeffrey Epstein tente de contacter directement Gavin Anderson grâce à son assistant. Pour ceux qui ne connaissent pas ce nom, Anderson est l'homme que Satoshi Nakamoto a personnellement choisi pour lui succéder à la tête du développement de Bitcoin avant de disparaître. Et ce contact intervient exactement 2 jours avant que Anderson ne se rende au siège de la CIA pour une présentation sur Bitcoin. 2 jours! On ne sait pas si Epstein et Anderson ont réussi à en discuter, encore moins ce qu'ils se sont dit. Les fichiers n'ont pas le contenu de leurs potentiels échanges. Mais la coïncidence temporelle est au minimum difficile à ignorer. Plus tard, en 2016, Epstein envoie un email à 2 contacts saoudiens dans lequel il propose de créer une monnaie numérique pour le Moyen-Orient, une sorte de stablecoin avant l'heure et un cryptoactif conforme à la charia, basé sur Bitcoin. Et dans cet email, il écrit avoir parlé à certains des fondateurs de Bitcoin. Des fondateurs au pluriel. Alors, est-ce qu'Epstein a réellement parlé à Satoshi ? Honnêtement, rien dans les fichiers ne le prouve. Epstein était connu pour exagérer ses connexions. C'était même son business model, se rendre indispensable en faisant croire qu'il connaissait tout le monde. Mais ce pluriel, les fondateurs, alimente une hypothèse qui circule depuis des années. Satoshi ne serait pas une seule personne, mais un groupe. Le white paper utilise « we » et non « I ». La complexité du protocole qui mêle cryptographie, théorie des jeux et informatique distribuée dépasse ce qu'on attend d'un individu seul, et les candidats sérieux ne manquent pas. Hal Finney, le premier à avoir reçu une transaction Bitcoin, un cryptographe brillant, disparu en 2014. Nick Szabo, le cypherpunk qui avait conceptualisé BitGold en 2005, un précurseur direct de Bitcoin. Adam Back, le créateur de Hashcash, le système de preuve de travail cité dans le white paper de Satoshi lui-même. Len Sassaman,
cryptographe spécialisé dans les technologies de confidentialité, décédé en 2011, quelques semaines après que Satoshi a cessé toute communication. Chacun a des arguments en sa faveur, aucun n'a été formellement identifié. Et Jeffrey Epstein n'en fait certainement pas partie. L'homme ne savait pas coder, n'avait aucune publication en cryptographie, et en 2014, il écrivait encore à Peter Thiel qu'il ne comprenait pas bien ce qu'était Bitcoin, Store of Value, Currency, Property, Architecture, Payment System. Difficile d'inventer un protocole qu'on ne comprend pas soi-même. Alors, si Epstein n'était pas Satoshi, et s'il n'a probablement jamais parlé à Satoshi non plus, quelle était sa véritable connexion avec Bitcoin ? La réponse est dans les flux financiers, et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. En 2015, Bitcoin traverse une crise existentielle. La Bitcoin Foundation, l'organisation à but non lucratif qui finançait les développeurs principaux du protocole, est au bord de la faillite. Un membre du conseil d'administration nouvellement élu lâche le mot « L'organisation est effectivement en faillite ». Gavin Anderson confirme. Les 5 développeurs qui maintiennent le code de Bitcoin, le cœur du réacteur, n'ont plus de quoi être payés. C'est à ce moment-là que le MIT Media Lab entre en jeu. Joichi Ito, le directeur du labo, recrute 3 des 5 développeurs principaux de Bitcoin Core au sein de son équipe. Dans un email à Epstein, il décrit l'opération comme, je cite, « A big win for us », une grande victoire. Sauf que pour financer cette victoire, Ito avait besoin d'argent, et une partie de cet argent venait de Jeffrey Epstein. Officiellement, le MIT a déclaré qu'Epstein avait donné $850 000 à l'institution, dont 525 000 au Media Lab. Mais en 2019, une enquête journalistique a révélé que le montant réel pourrait atteindre 7,5 millions de dollars, près de 9 fois le chiffre officiel. Une partie de ces fonds était fléchée vers la Digital Currency Initiative du MIT, le programme qui payait directement les salaires des développeurs Bitcoin Core. Dit autrement, l'argent d'un des pires criminels de l'histoire moderne a indirectement contribué à financer les gens qui amélioraient le code de Bitcoin. Laissez infuser ça un moment. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'Epstein contrôlait ou a contribué à créer Bitcoin ? Non. Et c'est un point crucial. Bitcoin Core est un projet open source. Chaque ligne de code est publique, vérifiable, auditée par des centaines de contributeurs à travers le monde. Financer un développeur, ce n'est pas contrôler un protocole. C'est comme payer le salaire d'un maçon, ça ne vous donne pas les clés de la maison. Aucun élément dans les fichiers ne suggère qu'Epstein a influencé la feuille de route technique, les décisions de gouvernance ou la moindre ligne de code. Mais son argent a bien circulé dans l'écosystème, et pas seulement via le MIT. En 2014, Epstein investit dans la seed round de Blockstream, la société cofondée par Adam Back. Son investissement initial est de $50 000 via un fonds géré par Joichi Ito. Sauf que dans les fichiers, on découvre que ce montant a été gonflé à $500 000, 10 fois la mise de départ. On ne sait pas exactement pourquoi ni comment. Adam Back a réagi publiquement après la publication des fichiers, confirmant l'investissement indirect d'Epstein, mais précisant que le fonds d'Ito s'était débarrassé de ses parts quelques mois plus tard pour conflit d'intérêts et autres préoccupations. Blockstream affirme aujourd'hui n'avoir aucun lien financier, direct ou indirect, avec Epstein ou sa succession. La même année 2014, une entité liée à Epstein investit environ $3 millions dans Coinbase. L'opportunité lui avait été présentée par Brock Pierce, cofondateur de Blockchain Capital et de Tether. À l'époque, Coinbase est valorisé $400 millions. En 2018, Epstein revend la moitié de sa position pour 15 millions. Un retour massif sur investissement. On ne sait pas ce qu'il fait de l'autre moitié. Et puis, il y a les altcoins. En 2018, un chercheur du MIT Media Lab alerte Epstein sur un fork imminent de Zcash, la principale privacy coin du marché, en lui suggérant de retirer ses allocations pour profiter des 2 côtés du fork. Ce qui implique que Epstein détenait du Zcash. Un homme accusé des pires crimes imaginables, détenteur de la crypto conçue spécifiquement pour rendre les transactions intraçables. L'ironie est glaçante. Côté Blockstream, les choses se corsent aussi. En juillet 2014, Austin Hill, cofondateur de Blockstream, envoie un email furieux à Epstein. Le problème, Epstein investit aussi dans Ripple et dans Stellar, le nouveau projet de Jed McCaleb. Hill écrit, je cite, « Ripple et le nouveau Stellar de Jed sont mauvais pour l'écosystème que nous construisons et ça nuit à notre société d'avoir des investisseurs qui parient sur 2 chevaux dans la même course. » Il ajoute que d'autres cofondateurs lui ont demandé de réduire, voire de retirer l'allocation d'Epstein. Epstein mettait de l'argent partout. Bitcoin Core, Blockstream, Coinbase, Zcash, Ripple, Stellar. Un portefeuille crypto diversifié financé par un homme dont la fortune elle-même reste un mystère. Et dans tout ça, un grand absent, Ethereum. Malgré son explosion en 2015, pile au moment où Epstein était le plus actif dans la crypto, Ethereum n'apparaît quasiment pas dans les fichiers. Il y a bien un détail fascinant,
En 2017, une investisseuse russo-américaine, Masha Drokova, écrit à Epstein en affirmant avoir trouvé un jeune développeur blockchain en Russie qui pourrait devenir meilleur que Vitalik Buterin s'il se concentrait sur la technologie. Elle propose de les mettre en contact. Ce qui laisse penser que Vitalik lui-même a peut-être été approché et qu'il a refusé. Mais ça, c'est de la spéculation. Ce qui n'en est pas, c'est qu'Ethereum semble avoir habilement échappé à la toile d'Epstein. Et maintenant que vous connaissez l'étendue réelle de ces connexions crypto, la question qui reste est simple. Qu'est-ce que tout ça change concrètement pour l'écosystème ? En quelques phrases, voici toutes les implications d'Epstein qu'on connaît aujourd'hui. L'argent d'Epstein a transité par le MIT pour payer des développeurs Bitcoin Core. Il a investi dans Blockstream, dans Coinbase, détenait du Zcash, avait des positions dans Ripple et Stellar. Il a contacté Gavin Andresen 2 jours avant sa visite à la CIA. Il prétendait avoir parlé au fondateur de Bitcoin. Sur le papier, c'est accablant. Mais dans les faits, il faut regarder ce que les fichiers ne montrent pas. Aucune preuve qu'Epstein a écrit, modifié ou influencé une seule ligne de code. Aucune preuve qu'il a orienté une décision technique, un vote de gouvernance ou un choix d'architecture. Les fichiers publiés ne contiennent aucune preuve que la crypto a été utilisée pour financer ses crimes. Mis à part le fait qu'il ait détenu des Zcash, on ne sait même pas ce qu'il en a fait ou s'il les a utilisés. La majorité de ces crimes, vous et moi savons très bien quelle monnaie a tout financé, le sacro-saint billet vert, via des sociétés écrans innombrables. Et ce dernier point mérite qu'on s'y arrête. Parce que si vous êtes dans la crypto depuis un moment, vous savez que c'est l'accusation favorite des régulateurs et des médias, la crypto finance le crime. Or, dans 3 millions de pages documentant les activités de l'un des réseaux criminels les plus sophistiqués de l'histoire récente, la crypto n'apparaît pas comme un outil du crime. Elle apparaît comme un investissement. Un placement spéculatif parmi d'autres pour un homme qui mettait de l'argent dans tout ce qui bougeait. Epstein n'était pas un visionnaire crypto. En 2012, il écrivait que les gars du Bitcoin ne voyaient pas d'inconvénient à aller en prison, avant d'ajouter « pas moi, désolé ». En 2014, il ne savait toujours pas si Bitcoin était une monnaie, une réserve de valeur ou un système de paiement. En 2017, quand on lui demande s'il faut acheter du Bitcoin, il répond un seul mot « No ». À ce moment-là, Bitcoin vaut 4 000 $. 3 mois plus tard, Bitcoin vaut près de 5 fois plus. On a connu des oracles plus inspirés. La vérité, c'est qu'Epstein faisait avec la crypto ce qu'il faisait avec tout le reste, il achetait de la proximité. Avec les développeurs, avec les entrepreneurs, avec les institutions. C'était son mode opératoire dans tous les domaines, pas seulement la crypto. Et Bitcoin, lui, s'en fiche. Bitcoin n'a pas de PDG à compromettre, pas de conseil d'administration à infiltrer, pas de bureau où glisser une enveloppe. C'est un protocole open source maintenu par des milliers de contributeurs répartis sur toute la planète. L'argent d'Epstein est passé par là, comme il est passé par Harvard, par le MIT, par des dizaines de fondations et d'entreprises. Ça n'a pas compromis les ordinateurs quantiques, un domaine dans lequel il tissait des relations également. Ça n'a pas compromis Bitcoin non plus. Et si vous avez besoin d'une dernière preuve de sa résilience, regardez son parcours. L'effondrement de Mt. Gox en 2014, la guerre civile du block size, l'interdiction chinoise, le crash de FTX et maintenant les fichiers Epstein. Bitcoin a survécu à tout. À chaque crise, les mêmes voix annoncent sa mort et à chaque cycle, il revient plus haut. Ce n'est certainement pas quelques investissements il y a plus de 10 ans maintenant qui vont entacher Bitcoin. 3 millions de pages, des connexions réelles, documentées, parfois troublantes. Mais au bout du compte, une seule chose compte, le code est intact, le réseau tourne et personne, pas même Jeffrey Epstein, n'a jamais réussi ni même voulu compromettre Bitcoin. Ce qui en sort aujourd'hui, c'est plutôt quelqu'un qui s'y est intéressé très tôt et qui a visiblement fait énormément d'argent grâce à sa position de pionnier dans Blockstream, Coinbase, Stellar et Ripple. Mais certainement pas quelqu'un qui a créé, manipulé ni même influencé Bitcoin. Cela dit, les fichiers publiés ne représentent que la moitié des 6 millions de pages que le DOJ dit détenir. L'autre moitié dort quelque part dans un serveur du département de la justice. Et si de nouvelles révélations devaient émerger, on sera là pour les décortiquer. En attendant, la prochaine fois que quelqu'un vous dit que Epstein a créé Bitcoin, vous saurez exactement quoi répondre. Pensez à vous abonner à la chaîne et à rejoindre notre newsletter. Cela nous aide beaucoup. Mais avant de nous quitter, n'oubliez pas de commander votre Bybit Card pour bénéficier de 2 à 10% de cashback sur toutes vos dépenses et de Netflix, Spotify et Amazon Prime gratuits. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code pour bénéficier d'un bonus exclusif de 20 USDC. À très bientôt sur Money Radar Crypto.